J'ai dit à mon employeur de l'époque que j'ai un rendez-vous avec un label et tout, donc je veux quitter le taf. Je quitte mon taf, je fais ce rendez-vous et je fais écouter mes premières maquettes. Et ce monsieur me dit, écoute, c'est super et tout, mais genre c'est pas encore au niveau et peut-être on se rappelle. Et tu sais que quand il te dit ça, c'est qu'il va probablement jamais te rappeler. Comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va, petite tension d'être ici, mais ravie d'être là. Petite tension. Petite tension quand même, c'est pas tous les jours qu'on est chez sa psy. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Emma Peters, j'ai 27 ans, j'ai grandi à la campagne dans une ferme. Et aujourd'hui, je fais de la musique, je fais de la guitare, j'écris des chansons et je chante des chansons. C'était comment grandir à la campagne? C'était très chouette. J'ai grandi très lentement, du coup, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'être restée à faire des cabanes jusqu'à très très tard. Et comme je suis l'aînée de 4 enfants et que j'ai beaucoup d'écart avec mes frères et sœurs, j'ai vraiment l'impression d'être restée un peu dans les jupons de mes parents pendant longtemps. Mais c'était une enfance très sympathique. On jouait dehors tout le temps, il n'y avait pas Internet. Ils ont mis la Wi-Fi, là, ça y est, depuis quelques années. Mais une enfance très très différente des Parisiens, je pense. Est-ce que tu peux nous en parler de cette enfance en tant qu'aînée? Aîné, c'est à la fois c'est formidable parce que tu as toutes les nouvelles affaires et puis tu es souvent tu sais, t'es un peu dans le clan des parents quoi. S'il y a des choses à te confier ou à faire passer à la famille, on va passer par toi. Et en même temps, tu dois montrer l'exemple. Ce qui est vraiment pas si simple parce que si jamais tes frères et sœurs disent des gros mots, c'est forcément de ta faute. C'est que tu as dû le répéter. Donc il y a quand même une petite pression à être l'aîné, il faut montrer l'exemple et il faut tester toutes les punitions. Alors ça, moi j'ai pris cher de ouf alors que mes frères et sœurs, c'est la belle vie. C'est souvent comme ça. C'est tout le temps comme ça. Elle était comment la Emma plus jeune? J'étais plutôt rebelle. Je pense que j'avais besoin d'exister en dehors du cercle familial, donc je foutais un peu le bordel à l'école. Il fallait que je me fasse remarquer, il fallait que je fasse rire les autres. Mais parfois à mon dépens, parce que après je rentrais à la maison, c'est moi qui avais les mots dans le carnet, c'est moi qui me faisais engueuler. Au final, c'est moi qui pleurais à la fin de la journée. Mais j'étais un peu dans un cercle vicieux où il fallait que je défie un peu l'autorité. Est-ce que tu saurais l'expliquer, ce besoin de te faire remarquer? Je sais pas. Est-ce que c'est... Je sais qu'il y a un truc très ancré dans ma personnalité où j'aime pas... je suis pas scolaire, j'aime pas qu'on me donne des choses à faire, j'aimais pas les devoirs, j'aimais pas l'autorité, j'aimais pas trop les profs. J'ai été dure avec eux. Mais... tu sais, souvent on dit ça des aînés ou des grandes fratries où bon, bah, t'as ton rôle à la maison, il faut que tu montres l'exemple et t'as un besoin d'expression que tu vas aller chercher à l'école, quoi. Et du coup, t'étais un peu anti-tout? Un peu anti-tout, ouais, un peu anti-tout. Mais j'étais pas mauvaise élève pour autant, mais vraiment pas envie de faire d'efforts, quoi. Je me donnais pas... je faisais vraiment le minimum pour que ça passe, j'avais 10 de moyenne Et voilà. ça t'allait très bien? Et ça m'allait très bien comme ça. Ça n'allait pas trop à mes parents qui voulaient que je me bouge un peu et qui m'avaient dit que je ferais rien de ma vie, mais maintenant ça va mieux. T'as parlé de musique, t'as parlé de guitare, t'as parlé d'écrire. À quel moment ça a commencé tout ça? À quel moment la musique est rentrée dans ta vie et comment? Est-ce que t'as baigné dans la musique dès l'enfance? Ouais. Ou est-ce que c'est toi qui es allé chercher cet attrait-là et cet intérêt-là? Non, dans ma famille, on écoute beaucoup de musique. Ma mère, elle jouait beaucoup de piano quand j'étais petite. Elle chante super bien. Mon grand-père, il joue de la guitare, il chante super bien aussi. Tout mon côté maternel, il y a vachement de musique, tout le monde chante, tout le monde communique en musique. Et mon père, lui, il siffle très bien. Mais c'est tout. En revanche, pareil, il est à fond dans la musique, il a des très bons goûts musicaux et tout. Donc, il y a toujours eu à la maison une confrontation de qui va ramener le meilleur CD, qui va faire écouter la meilleure chanson. Donc, on a toujours été très musique. Et moi, j'ai pris des cours de guitare à l'âge de 7 ans, et de guitare classique. Et j'en ai fait pendant presque 10 ans. Et après, c'était un peu un rituel. Bon, bah, le dimanche en famille, ou quand il y a des gens qui viennent manger à la maison, Emma va chercher la guitare. Je devais chanter un truc au dessert. J'aimais pas trop faire ça d'ailleurs. Tu sais, tu te sens un peu forcée, un peu observée et tout. Puis j'étais très jeune. Et puis voilà quoi, j'ai toujours repris les chansons des autres jusqu'à ce que je crée ma chaîne YouTube. Le chant est arrivé en même temps que la guitare ou ça s'est fait en plusieurs étapes? Pas tellement. J'ai commencé vraiment guitare classique, tu sais, c'est très sérieux. Tu fais des grandes pièces de guitare espagnole, beaucoup de bossa nova et tout. Et après, c'est mon prof de guitare, je sais pas comment, il a dû déceler que je chantais pas trop mal. Et il s'est dit, on fait une pause dans la guitare classique. Pendant 1 an, je lui apprends à s'accompagner. Et donc, il m'apprenait à jouer des comptines pour enfants et tout. Et c'est comme ça que j'ai appris à m'accompagner à la guitare.
Et après, j'allais demander à ma mère sur Internet qu'elle m'imprime les paroles des chansons que j'aimais bien. Et je les apprenais dans ma chambre et je les refaisais à mon prof de guitare tous les mercredis. T'en parles avec le sourire, t'as l'air de garder de bons souvenirs de cette période-là. Ouais, et en même temps, j'ai eu mon prof de guitare au téléphone il y a pas longtemps et il m'a dit « T'étais relou quoi, tu bossais pas, j'étais nulle au solfège, je voulais pas le faire. » En fait, j'avais un peu comme un poil dans la main, quoi, on peut dire ça comme ça. Hein. Mais je lui ai dit, mais finalement, ça va, j'étais pas non plus un enfer. Et il m'a dit, lui aussi, il en garde des très bons souvenirs. Donc ouais, c'était... quand je vois qu'aujourd'hui, c'est mon métier, je me rendais pas compte, en fait, de tout ce que j'étais en train d'apprendre à cette période-là. Aujourd'hui, c'est grâce à tout ça si je peux faire de la musique. Tu disais que tu avais du mal à rentrer dans les moules, en fait, et à obéir. Tu avais ce côté très rebelle. Mais la musique, ça demande quand même cette application, cette implication aussi. Faire du solfège, apprendre à maîtriser un instrument. Est-ce que c'était pas ça qui réussissait un peu à te canaliser ou... Si, ouais, ça me canalisait beaucoup. Mais je sais que quand je passais une mauvaise journée et tout, je m'enfermais dans ma chambre et je jouais de la guitare pendant des heures toute seule. Je me chantais des chansons à moi-même. C'était vraiment mon truc. Mais c'est vrai que t'as raison, ça demande vachement de rigueur, en fait, la musique. Un instrument, c'est très sérieux, quoi. On n'en joue pas n'importe comment. Mais tu vois, le solfège, je suis passée à côté. Aujourd'hui, je suis incapable de lire une partition et je regrette, parce que ça m'aurait trop aidée. Mais du coup, j'ai vachement développé mon oreille et j'arrive à reprendre tout ce que j'aime d'oreille. Je compose d'oreille. Mais mes musiciens en tournée, ils le savent. Ils me demandent pas un seul accord. J'en ai aucune idée, quoi. Tu commences donc assez tôt le chant. À quel moment est-ce que ça devient quelque chose que tu prends au sérieux, quelque chose que tu considères comme éventuellement ce que tu pourrais faire de ta vie? Tard, très tard. Et en fait, dans ma famille, c'était vraiment des milieux très classiques où il faut que tu passes ton bac, il faut que tu fasses des études, il faut que tu aies un bagage. Et la musique, c'était pas un métier, quoi. Enfin, c'était pas du tout dans les codes de ma famille. C'est à la fois très présent, mais pas vu comme plus qu'un loisir. Si, mais c'est dans un monde qui n'est pas le nôtre, tu vois. C'est dans un monde qui n'existe pas, où il va falloir beaucoup de chance. Enfin, ça paraissait impalpable comme programme de vie. Donc mes parents m'ont bien dit de faire des études. J'ai fait des études jusqu'au bout, j'ai un bac plus 5. Et en parallèle, j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos sur YouTube. Et donc après, j'ai eu mon diplôme, après j'ai travaillé. J'ai travaillé à la télévision, j'étais chargée de casting pour une émission sur France 2 qui s'appelle Affaires conclues. Je sais pas si on peut le dire, mais c'est pour la petite anecdote. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que je faisais à la maison, enregistrer des vidéos, tourner des vidéos, poster des vidéos, apprendre à reprendre des chansons et tout, c'était un taf, ça me prenait un temps fou, quoi. Et j'aménageais mon emploi du temps, il y avait des soirs où je sortais pas avec mes potes, je disais là je peux pas, il faut absolument que j'enregistre une vidéo pour 200 abonnés, tu vois, mais c'était ma rigueur, c'était mon investissement travail, quoi. J'ai rattrapé peut-être mes années collège. Ça a fonctionné ces vidéos sur Internet? Au début pas du tout, il faut en faire plein. Et puis un jour j'ai posté une reprise de Trop beau de L'Homme Pâle. Et là, ça a un peu explosé. Je me souviens, j'ai fait 1000 vues en 24 heures, ce qui était énorme à l'époque. Et c'était un dimanche soir que j'ai posté cette vidéo et je me suis dit, à partir de maintenant, il faut que tu te donnes un cadre. Tous les dimanches soirs, tu posteras une vidéo. Et je l'ai fait et de fil en aiguille, il y a des vidéos qui ont fait des millions de vues et qui ont ensuite été remixées sur d'autres chaînes YouTube et qui ont fait que je suis là aujourd'hui. On est en quelle année à peu près et t'as quel âge à ce moment-là? Là, on doit être en 2019, 2020 peut-être. Donc je suis nulle en maths, je suis née en 96. J'ai 24-25 ans, je pense. On y voyait quoi dans ces vidéos? On y voyait Emma nous chanter ses propres textes ou on voyait des covers comme tu as pu le dire pour L'Homme Pâle? On voyait que des covers. Tu te sentais pas encore prête à nous parler directement? Pas du tout. Pas du tout. Et après, comme j'étais prise un peu dans l'engrenage des reprises, ça a été dur de me dire je vais vous raconter mes propres histoires. Et j'étais tombée dans un truc où je serais que la meuf des covers et j'aurais jamais le niveau pour raconter les histoires aussi bien que toutes celles que j'ai déjà reprises. Tu te cloisonnais? Ouais, et j'avais peur, je pense. Je pense que j'étais effrayée. Parce que commencer à raconter tes propres histoires, raconter ce que tu ressens, ça demande à te dévoiler vachement, quoi. Je chantais des chansons à mes parents, j'étais rouge écarlate, j'avais peur qu'ils me jugent et tout. Enfin, c'est quand même un step d'écrire ses propres chansons. Enfin, pour moi, ça a été en tout cas.
T'arrivais tout de suite à t'imposer cette discipline et ce rythme où tu te dis tous les dimanches je produis une vidéo. Est-ce qu'à ce moment-là c'est parce que tu y crois? Est-ce que tu te dis que ça peut devenir quelque chose ou c'est juste pour voilà, contrebalancer à côté de ton quotidien où tous les jours tu fais des choses qui sont pas forcément celles qui t'épanouissent le plus? Un peu des deux. Je pense que j'ai une urgence vitale de faire de la musique parce que j'adore ça. Et je pense qu'il me fallait aussi une bonne raison de continuer à reprendre les chansons. Donc le fait d'avoir des gens qui m'attendent et de créer un rendez-vous, ça m'obligeait à continuer ma passion, même s'il n'y a plus les cours de guitare, même si j'habite plus chez mes parents. Donc je pense qu'il y avait ça et je pense inconsciemment, j'espérais que ça m'amène quelque part. Ouais. J'espérais avoir donc de plus en plus de commentaires, de plus en plus d'abonnés. Je savais pas ce que j'allais en faire de tout ça, mais oui, j'espérais peut-être passer à la radio. Je pense que c'était très inconscient. Mais ce qui est sûr, c'est que si je voulais pas être là où je suis aujourd'hui, je me serais pas donné tout ce mal, quoi. J'aurais continué à travailler normal. Est-ce que tu as un entourage qui est quand même présent au-delà des abonnés qui commencent à augmenter et à se manifester? Mais j'ai de la chance d'être très proche de ma famille et mes parents ont toujours compris, soutenu et aimé ce que je faisais. Ils ont toujours partagé mes vidéos, ils m'ont toujours félicité, mes frères et sœurs ont toujours été très fiers aussi. Donc j'ai toujours eu un profond soutien que j'ai toujours aujourd'hui. Et mes parents m'ont vachement poussée à écrire mes propres textes aussi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais c'était pas un métier, quoi. Jusqu'à ce qu'il y ait un collègue de mon père au bureau qui lui dise « Mais pourquoi tu viens travailler? Ta fille a fait des vidéos, t'as plus besoin de travailler et tout. » Ce qui est complètement débile, puisque c'est complètement faux. Mais il est rentré, il m'a dit ça et j'ai bien senti que ça le travaillait et il s'est dit peut-être que en fait, c'est le bon moment pour elle d'essayer d'en faire quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé après cette... Qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, j'ai pas d'équipe. Et moi qui suis quelqu'un d'assez indépendante, je veux pas d'équipe. J'ai peur des labels, j'ai peur qu'on modifie ma personnalité, qu'on essaye de me mettre dans une case. On en revient au truc de collège où j'aime pas être dans un moule. Donc comme j'avais monté un peu mon petit business en solo, je me suis dit j'ai besoin de personne. Et dans le même temps, je reçois un message d'un directeur artistique et je sais pas pourquoi, ça me tape dans l'œil. Et on se voit en Zoom parce que c'était l'époque du Covid encore. C'était quoi ce message? C'était un message en plus pas hyper bien écrit, je sais pas, c'était juste pour dire je suis tombée sur tes vidéos, sur tes reprises, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'adorerais qu'on se rencontre. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'a touchée. Et donc à ce monsieur, je lui ai répondu, alors que j'ai répondu à personne d'autre. Et on s'est vu en Zoom et puis après on a fait un rendez-vous et j'étais persuadée qu'il allait me signer dans son label. Genre j'étais persuadée. Et j'ai fait ce move de ouf, c'est que j'ai dit à mon employeur de l'époque, on était lundi, j'ai dit ouais je vais partir parce que j'ai un rendez-vous avec un label et tout. Donc je veux quitter le taf. Il m'a dit tu veux partir quand? Je dis bah, je vais partir vendredi et tout. Il me fait ah ok. Là on est avant même que tu aies rencontré ce monsieur pour la première fois? Je l'ai vu par Zoom. Et je crois que je l'ai vu une fois, mais il m'avait rien trop promis, tu vois. J'ai fabulé un peu. Et donc, je quitte mon taf, je fais ce rendez-vous et je fais écouter mes premières maquettes. Et ce monsieur me dit, écoute, c'est super et tout, mais il n'y a pas la même énergie que sur tes reprises. Ce que je te propose, c'est que tu bosses un peu et peut-être on se rappelle à la rentrée. Parce que là, pour la première fois, tu fais écouter tes textes que tu as écrits sur tes histoires. Ouais. Il me dit c'est très bien, mais genre c'est pas encore au niveau et peut-être on se rappelle. Et tu sais que quand il te dit ça, c'est qu'il va probablement jamais te rappeler. Comment tu l'as vécu ça? Ben, je suis rentrée chez mes parents, j'ai dit j'ai fait une connerie, j'ai quitté mon taf et finalement le mec dont je vous ai parlé, bah, il va pas me signer. Et là mes parents ont dit ah, et bah écoute, on est là, hein, mais... Et en fait, je suis dans la foulée, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Fou, qui sera la première chanson que j'ai sortie après. Et je l'ai renvoyée à ce monsieur en me disant je vais pas me laisser abattre et quoi qu'il arrive, il va m'aimer. Je lui ai renvoyé la chanson et il m'a dit écoute, c'est super, continue comme ça. Et plus tard, il m'a dit qu'en fait, il m'avait mis un petit coup de pied au cul, comme on dit, pour voir comment j'allais rebondir, si j'allais tout de suite m'effondrer et plus jamais le rappeler, ou si j'allais être capable de contrebalancer un peu le truc. Donc finalement, on a signé ensemble et je suis toujours dans le même label et ça se passe super bien. La petite durée durant laquelle tu as été de façon quand même assez frontale rejetée, toi et ton travail, comment tu l'as vécu? Ben, j'ai été très déçue et j'ai été un peu vexée.
je vais pas te le cacher. Mais en même temps, il m'a dit des choses où je savais qu'il avait raison, en fait, dans le fond. Je savais qu'il y avait quelque chose à faire, que j'étais pas allée au bout de mon travail, j'étais pas allée au bout de mes idées et que je m'étais pas assez cassé la tête, en fait. Et on se rend pas compte à quel point écrire des chansons et faire ce métier, c'est du boulot, quoi. J'avais la flemme de mettre la main à la pâte. Pour moi, c'était une passion et tu vois, je l'avais pas mêlé à du travail. Ton poil dans la main était... Mon poil dans la main était toujours là. Et je l'ai rasé après. Du coup, cette signature, ouais. Dans ce label, comment ça va se passer après? Tu vas écrire d'autres musiques? Tu vas sortir un projet? Ouais, en fait, entre le moment où donc je rentre de ce rendez-vous, je renvoie cette nouvelle chanson et on se remet à être en contact, il y a eu un deuxième confinement et en fait on pouvait plus se voir, on pouvait pas signer. Donc en fait il s'est passé presque 6 mois où moi j'étais très en contact avec ce monsieur, avec toute l'équipe, mais où contractuellement on pouvait pas se voir pour signer. Et pendant ces 6 mois-là, j'ai écrit des tas de chansons et j'ai quasiment écrit tout le premier album en fait à ce moment-là. Donc on avait plein de maquettes qu'on s'échangeait, on se faisait des retours, il me disait ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça et tu devrais pousser un peu dans ce côté-là. Donc en fait j'ai travaillé pendant ces 6 mois-là. Il fallait juste que ça se débloque, qu'on signe et qu'on aille en studio. Toi qui voulais faire ton petit bout de chemin seul, au final tu te retrouves à travailler main dans la main avec quelqu'un que tu ne connais pas forcément d'ailleurs. Non. Il y a une confiance qui se met en place entre vous. Ouais, il y a une confiance qui se met en place tout de suite et je crois que j'ai un petit don qui me vient de ma mère, c'est que je sens les gens. Et j'arrive à faire confiance aux bonnes personnes pour l'instant. Je touche du bois, il n'y a pas de bois, mais j'ai un instinct un peu où j'arrive à savoir. Ça m'est arrivé de me tromper plein de fois. Hein. Mais ce monsieur-là, je lui ai fait confiance tout de suite. J'ai aimé les analyses qu'il avait sur ma musique. On avait les mêmes influences. J'ai aimé comment il m'a parlé, quoi. Donc, ouais, j'ai fait confiance. Et surtout, c'est un label indépendant qui me laisse toute la liberté. Je suis maître de mon projet. Je ne fais que des choses qui me ressemblent. Je me sens écoutée, je me sens comprise, je me sens accompagnée. Et ça, c'est hyper important pour moi de ne pas être dans une grosse industrie où je me serais fait probablement broyer parce que ça ne va pas avec mon tempérament. Vraiment pas. Vraiment pas. Tu vois, tu captes. Les textes que tu écrivais à ce moment-là, ils traitaient de quoi? De quoi tu parlais dans tes musiques? À ce moment-là, je parlais beaucoup de moi, c'était assez introspectif. En fait, je crois que j'ai fait connaissance avec moi-même en même temps que j'ai commencé à écrire mes chansons. Et puis petit à petit, je me suis libérée parce qu'au début, j'osais pas dire des gros mots parce que moi, on m'avait appris qu'il fallait pas dire de gros mots, que c'était mal vu. Il y avait des phrases où je me disais, je peux pas le dire comme ça, c'est trop bateau, il faut que je trouve une belle métaphore. Moi, j'adore la chanson française, donc je me disais, je suis pas à la hauteur et tout. Donc, je me mettais un peu des barrières. Et je jouais un peu un rôle de « Ah, j'écris des chansons, mais en fait, je suis pas vraiment moi-même ». Et petit à petit, à force d'écrire des chansons, à force de me libérer, à force de faire connaissance avec moi-même, j'ai trouvé mon style d'écriture. Et je me suis dit, faut pas se prendre la tête. Dans la vie, t'as une manière de parler qui est très spontanée. Juste parle dans tes chansons comme tu parles dans la vie. On est sur quel genre musical à ce moment-là? Alors moi, je suis fan de Véronique Sanson et fan de Damso, donc très variété française, très rap français. Et en même temps, je fais de la guitare classique. Donc on est vraiment sur un mix de tout ça. Il y a des sons qui sont très urbains, il y a du phrasé qui s'apparente au rap, et il y a des chansons qui sont très variété, chansons françaises. Donc tu joues de la guitare dans tes propres morceaux? Ouais, tout le temps, beaucoup. Là, j'ai sorti le deuxième album, il y a un morceau piano-voix. C'est la seule fois où j'ai réussi à composer avec un piano et pas une guitare. Mais sinon, ouais, c'est vraiment c'est mon binôme, c'est la guitare. Ouais. Ce premier projet qui sort, il reçoit quel accueil du public? Il reçoit un bel accueil, franchement. Un bel accueil que moi, je connais rien. À ce moment-là, je connais rien aux médias, je connais rien à la radio, rien à la télé. Donc j'apprends sur le tas. J'ai l'impression que c'est normal de passer à la radio, que c'est normal d'aller en interview et tout. Et puis petit à petit, je me rends compte de la chance que j'ai, de à quel point je suis bien accompagnée. Et voilà, au départ, il y a 12 dates de tournée. J'ai aucune connaissance de ce que c'est qu'une tournée, je suis jamais montée sur scène. Et puis à la fin, on a fait quasiment 110 dates de tournée. J'ai été nommée aux Victoires de la musique. Donc c'est un projet qui est en construction, qui est en développement. Mais j'ai quand même eu des belles opportunités, quoi. Je suis hyper contente. On dirait quand même, à t'entendre, que tout est allé très vite. Ah ouais, un peu, ouais. Est-ce que tu as eu le temps de réaliser? Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit, mais en fait, je vis de ce que j'aime? Est-ce que tu as eu un électrochoc à un moment où tu t'es un peu réveillée? Je crois que je le réalise maintenant.
Je crois que je le réalise à l'écriture et à la sortie du deuxième. Où du coup je reprends les mêmes processus qu'avant, je suis en création, en train d'essayer de séduire les radios, de séduire les gens. Et là je me rends compte de tout le chemin que j'ai fait avant, toutes les opportunités que j'ai eues au premier. Donc je crois que je me rends compte maintenant, ouais. Est-ce que dans ton parcours, il y a eu des moments de doute, des moments où tu t'es dit... Oh oui. Oh oui, beaucoup. Moi en plus je suis une personne qui remet tout en question, tout le temps. Donc à la moindre petite déception, au moindre questionnement, ça y est, ça part en couille, quoi. Non, je doute beaucoup, ouais. Et dans ces moments-là, qu'est-ce qui te remotive, qu'est-ce qui te rassure, qu'est-ce qui te réconforte? Ma famille, beaucoup. Ils habitent pas loin de Paris, donc je rentre souvent. J'ai des grandes discussions avec mes parents. J'ai ma communauté aussi qui est hyper bienveillante, hyper gentille. Franchement, ils sont trop mignons. Et puis j'ai ma musique. Donc je fais de la musique, je continue à faire de la musique dans ma chambre, comme quand j'étais triste au collège et que je jouais le soir dans ma chambre. Je peux toujours le faire. Bon, maintenant j'ai une dimension où je me dis, vas-y, essaye de faire les choses naturellement. À chaque fois je me dis, ça se trouve, ça c'est un tube et tout. Donc ça a un peu changé quand même ma vision sur ma passion, mais j'ai la musique, je peux écrire des chansons quand je veux et ça me fait du bien. En dehors de la musique, le gros autre sujet dont tu m'as parlé, c'est ta famille. Ouais. Mais je ne sais toujours pas de quoi tu parles dans tes musiques. Avant pour m'en parler, quelles sont les thématiques et sujets qu'on peut retrouver? La famille, du coup, peut-être? Y a une chanson qui est sur ma maman, ouais, et qui parle de ma famille, qui parle du coup de la relation qu'elle a eue elle avec sa propre mère, qui était très chaotique, et donc de quelques maladresses qu'elle a pu reproduire avec moi et mes frères et sœurs. Et en même temps, c'est une chanson qui est pleine d'amour et pleine de bienveillance et de soutien. Parce qu'il y a eu de la maladresse dans ton éducation ou dans la façon dont tu as grandi? Je pense que c'est dans toutes les familles, il y a forcément des maladresses. Ça doit être extrêmement perturbant d'être un parent, quoi. D'un coup, t'es responsable d'un humain et tout, c'est terrible. Il fait forcément des erreurs. Et ma maman, elle a eu une enfance très compliquée où ses parents ont divorcé et sa mère n'a pas eu la garde, elle est partie et ma mère ne l'a jamais revue, sauf très très tard à la naissance de ma petite sœur, donc vraiment des années après. Donc elle n'a pas de modèle mère-fille, quoi. Et elle était terrorisée à l'idée d'avoir des filles. Pas de chance, on est 3 sœurs. Et après, elle a eu un garçon quand même, le ciel l'a récompensé. Mais donc elle a été mise à l'épreuve d'essayer d'éduquer des filles, d'éduquer des enfants tout court, de ne pas reproduire un peu ces traumas d'abandon, de tout ça. Donc il y a eu des moments qui ont été douloureux, il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup d'incompréhension à l'adolescence, beaucoup aussi. Moi j'étais pas une ado facile, un peu en rébellion et tout, donc il y a eu plein de sujets, mais je pense que c'est dans toutes les familles. Dans ce morceau-là, tu t'adresses à elle directement? Ouais. Je lui dis, je lui dis, je sais que t'as eu peur pour ton mari, pour tes enfants, je sais qu'elle est partie, qu'elle t'a laissé comme ça, enfin, je dépeins un peu son quotidien et la personne qu'elle est parce que je la connais par cœur et qu'on est très fusionnels. Et en même temps, je la rassure ou dans le refrain, je lui dis qu'elle est jamais loin, qu'elle a pas peur de serrer les poings si jamais il y a quelque chose qui va pas. Enfin, je lui donne vraiment ce rôle de pilier et de mère qu'elle a pas eu, tu vois, aussi peut-être. Est-ce que c'est des choses que tu avais déjà réussi à verbaliser dans un échange avec ta maman ou est-ce qu'il y a qu'avec la musique que tu arrives à transmettre certaines choses ou penser? Je suis pas douée pour parler dans la vraie vie et j'ai du mal à parler proprement de mes émotions et tout. Donc moi, c'est vraiment la musique qui me permet de faire passer des messages et de faire des déclarations. Et c'est vrai que toutes les phrases fortes qu'il y a dans cette chanson, je pense que je lui ai jamais dit en vrai. Enfin, je lui dis que je suis extrêmement fière d'elle. Elle a 30 ans de mariage avec mon père, 4 enfants, elle a monté sa boîte et tout. C'est vraiment quelqu'un, tu vois. Mais c'est vrai que tout de suite, quand je le fais en musique, ça a une dimension différente. Plus c'est elle qui m'a éduquée à tout ce côté musical, plus on partage tout ça en famille. Donc, en tout cas, elle a bien pleuré quand elle a écouté la chanson. Ouais. Tu transmets quoi d'autre comme message? J'ai une chanson qui traite de la maladie mentale, enfin de la santé mentale plutôt. Pourquoi ce sujet? Parce que j'ai quelqu'un qui m'est très proche, qui est atteinte de schizophrénie et de paranoïa. Et j'avais jamais réussi à en parler correctement. Et donc j'avais vraiment envie de lui déclarer ma flamme à travers une chanson.
Et j'avais aussi envie de sensibiliser et de mettre un peu en lumière toute la beauté de ces dérèglements mentaux que moi j'adore, où parfois, tu sais, je me dis, ça se trouve, en fait, c'est eux qui ont raison, eux, ils sont dans leur vraie réalité et nous, on est complètement fous, tu vois. Et avec cette personne, j'ai des vrais échanges, parfois, elle a des grands moments de lucidité et elle me montre la vie d'un prisme que moi, j'ai jamais imaginé et qu'on voit nulle part dans nos quotidiens qui sont totalement banals. Donc, j'avais envie de sensibiliser là-dessus. Et puis, du coup, je l'aborde du point de vue de... C'est pas moi qui suis concernée, mais en tant que proche de personnes malades. Et je pense qu'en fait, on est très nombreux à connaître des gens qui sont... Voilà, qui souffrent au quotidien. Donc, ça me tenait vraiment à cœur d'en parler. Et la chanson m'est venue très vite en me brossant les dents. J'ai dit, ah, j'adorerais écrire une chanson sur cette personne. Et puis, ça m'est venu tout de suite. Et j'ai une chanson aussi qui parle de tolérance, d'acceptation, du fait qu'on peut aimer qui on veut, qu'on a le droit de prendre qui on veut dans les bras. Et ça, c'est des sujets aussi qui me tiennent très à cœur de défendre. Je le fais sur les réseaux sociaux, je le fais sur scène. Je l'avais jamais encore mis dans une chanson. Donc ouais, j'ai abordé des thèmes un peu moins personnels, mais tout aussi fédérateurs, quoi, j'espère. L'acceptation de soi, t'en as parlé. Oh, c'est dur. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas aussi un sujet personnel? Est-ce que t'as pas eu, toi, à t'accepter, toi? Si, mais j'essaye tous les jours de m'accepter un peu plus. C'est hyper dur de s'accepter. Et puis, moi, en plus, dans mon métier, je suis confrontée tout le temps à ma tête sur une vidéo, à ma tête en photo, à mes stories Instagram. Et c'est terrible de réussir à avoir de la bienveillance, je trouve, pour soi-même. Moi, je suis toujours en train de me dire « Putain, t'as pris du poids, putain, t'étais mal habillée », ce qui est hyper violent, alors que personne m'a demandé de faire ça et que j'ai que des gens extrêmement bienveillants autour de moi. Mais c'est très dur de s'accepter, ouais. Donc j'y travaille. Mais déjà, je fais de la musique qui me plaît et ça me réjouit. Et si ce n'est ton parcours, quelles sont tes autres inspirations musicales? J'en ai plein, j'écoute plein de styles différents. Et je suis passionnée de bossa nova. J'ai vécu à Londres aussi un petit peu, pendant 6 mois, c'est pas ouf. Pour faire mes études, mais au final, on a plus arpenté les pubs que les couloirs de l'école. Mais oui, j'adore la musique live en général. J'adore la guitare, je suis très sensible aux voix. Donc j'ai plein d'inspirations différentes et j'adore les textes aussi. C'est pour ça que j'adore le rap français, c'est qu'il y a une espèce d'émotion brute dans les textes qu'on retrouve pas forcément dans la chanson française. Tu t'es jamais imaginé faire toi-même du rap? Si, mais je m'y essaye. Il y a un titre dans l'album qui s'appelle Risque, qui est plus ou moins rappé, ouais. C'est un petit peu rappé, c'est un petit peu kické et tout, je fais un peu genre, c'est mon côté un peu urbain. J'essaye. Est-ce qu'il s'appelle Risque justement pour cette prise de risque-là ou rien à voir? Non, et c'est plus pour la prise de risque d'avoir fait ce métier, quoi. Et ouais, et d'avoir... moi, je viens quand même d'un milieu... bon, mes 2 parents travaillent, j'ai pas eu tant de difficultés financières ou quoi. J'ai eu de la chance qu'on puisse me payer des cours de guitare. Et le seul risque que j'ai pris dans ma vie, c'était justement de sortir de ce moule-là et de sortir de ce cadre-là et essayer d'exister différemment. Donc ça parle de ça, cette chanson. Et d'exister en dehors de la campagne, puisque j'imagine que tu l'as quitté aujourd'hui. Bah, tu sais, moi j'ai grandi vraiment, il n'y a pas de boulangerie dans mon village, il y a plus d'animaux que d'êtres humains, je pense. L'école, il fallait que je prenne le bus, ça me prenait 1 heure, le temps qu'il fasse tout le détour de tous les petits villages pour rentrer à la maison. Donc j'avais qu'une envie, c'était d'aller à la ville, quoi. De pouvoir sortir quand je voulais, parce que pareil, dès qu'il y avait des soirées et tout, il fallait qu'il y ait mes parents qui viennent me chercher. Donc j'avais des deadlines de temps et tout. Donc c'était pas une adolescence où je me suis éclatée, quoi. Donc j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir faire mes courses le dimanche et à l'heure que je veux. C'est le cas aujourd'hui? C'est le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'adore Paris. Et je pense qu'il y en a qui critiquent un peu Paris. Moi, j'adore cette ville, mais parce que je viens de tout à fait l'opposé, quoi. Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui d'être à Paris, de faire la musique qui te plaît? Est-ce que tu es heureuse dans ta vie?
C'est dur de savoir si on est heureux, je trouve. J'ai encore tellement de choses à faire, à prouver, j'ai l'impression d'avoir encore tellement de travail, je suis tellement pas arrivée que forcément j'ai des petites frustrations du quotidien. Et puis j'ai tous les petits malheurs de la vie, mais comme tout le monde. Mais je mesure la chance de faire un métier de passion, de vivre de ma musique, d'avoir le quotidien que j'ai, de rencontrer que des gens que j'adore, que j'ai la chance de côtoyer. Et ça, souvent, je me dis quelle chance j'ai d'être là où je suis aujourd'hui. Tu t'arrêtes régulièrement, tu mets ta vie sur pause pour te dire mais en fait c'est trop bien là. Souvent, ouais. Surtout après la fin de la tournée, quand il a fallu retourner en studio, quand j'ai eu du temps un peu pour me poser et tout. Je me suis dit mais il faut jamais que ça s'arrête, quelle chance d'être ici. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter que l'album touche le plus de monde possible, que la tournée se remplisse bien, que mon Olympia à la fin de l'année soit complet et que les gens soient toujours contents de m'écouter et que je puisse faire de la musique encore longtemps.